Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. MyHeritage est un site d'arbres généalogiques super intuitif qui vous permet de retrouver assez facilement vos ancêtres. Avec 90 millions d'utilisateurs et 16 milliards de documents historiques, c'est tout simplement le site généalogique numéro 1 en Europe et vous pouvez faire des recherches sur vos origines, y compris à l'international. Par exemple, avec MyHeritage, j'ai pu remonter dans la famille du côté de mon père jusqu'à mes ancêtres libyens et allemands. Avec une recherche pourtant assez basique et parcellaire, le site a pu retrouver des informations bien claires et précises sur mes parents, leurs frères, leurs sœurs, puis les parents de mes parents et leur vie avant d'arriver en France, puis mes arrière-grands-parents français, allemands et libyens. En fait, j'ai découvert que j'étais à 50% normand, 25% allemand et 25% libyen dans mes origines, avec un grand-père allemand, une grand-mère libyenne et la naturalisation française de la famille après que mon grand-père ait servi dans la Légion étrangère. Bref, après je suis allé de plus en plus loin dans le temps et c'est sans fin et c'est vraiment fascinant. Avec le lien que vous trouverez en description, vous aurez droit à une période d'essai de 14 jours gratuite et si vous décidez de continuer après la période d'essai, vous aurez une réduction de 50% sur l'abonnement premium. Alors n'hésitez pas et merci à MyHeritage d'aider la chaîne en sponsorisant cette vidéo. Si le cinéma est capable de nous raconter des histoires extraordinaires, la réalité n'est parfois pas si éloignée. En 2001 sortait en salle En territoire ennemi avec Owen Wilson, l'histoire de deux pilotes abattus au-dessus de la Bosnie et chassés par l'ennemi. Aujourd'hui, nous revenons sur la vraie histoire qui a inspiré ce film, celle de Scott O'Grady. Nous sommes au début des années 90. La Yougoslavie, ancien pays du bloc soviétique, implose. Le territoire, comportant plusieurs populations réclamant chacune leur indépendance, déclenche une série de guerres civiles dans toute la région. En 1991, la guerre de 10 jours, qui en a réellement duré 9, mène à l'indépendance de la Slovénie. En parallèle, en Croatie, des conflits bien plus violents éclatent, les Croates désirant également leur indépendance. Ce conflit plus long durera 4 ans et impliquera des affrontements entre Serbes et Croates. En 1992, la Bosnie déclare également son indépendance et, là encore, confronte les Serbes et les Croates pendant 3 ans. Enfin, en 1998, la guerre du Kosovo éclate. La Yougoslavie se disloque lentement et dans le sang durant toute la décennie 90, menant à des crimes de guerre et des situations humanitaires graves. L'OTAN entre en action en Bosnie, puis au Kosovo contre les Serbes et les Yougoslaves, menée par le dirigeant Slobodan Milosevic. Les Nations Unies sont également présentes sur le terrain pour à la fois tenter d'apaiser les conflits mais aussi protéger les populations contre ce qui commence à dériver en nettoyage ethnique. Et c'est en Bosnie, en 1993, qu'entrent en action les forces aériennes. Les F-16 américains ont alors principalement une mission de dissuasion armée. Au-dessus de la Bosnie, 239 avions de combat et de reconnaissance de 12 pays réalisent des passages bas, ce qu'on appelle du show of force ou démonstration de force, afin d'impressionner et dissuader l'ennemi. Leur mission s'étend également aux patrouilles de police aérienne et ils réalisent plus rarement des bombardements et attaques au sol en soutien et à la demande des casques bleus. Une no-fly zone est alors établie, mais ne sera pas toujours respectée par les Serbes. C'est l'opération Deny Flight. Et le 28 février 1994, près de Banja Luka, les pilotes Scott O'Grady, Robert Wright, John Mayer et Stephen Allen, à bord de F-16, vont intercepter 6 jets serbes. Le combat qui en découlera sera le tout premier combat de l'histoire de l'OTAN. Ce jour-là, au-dessus de la Hongrie, 2 F-16 américains en patrouille détectent 6 appareils non identifiés volant dans la fly zone. 2 autres F-16 sont envoyés sur place. Les 2 premiers, pilotés par Wright et O'Grady, sont nommés Knight 25 et Knight 26. Les 2 renforts sont Black 03 et Black 04.
En arrivant sur la zone, les Américains rencontrent 6 J-21 et 2 J-22, des avions de combat Soko, des avions de combat et de bombardement de fabrication yougoslave, en train d'attaquer une cible militaire. Pour les pilotes des F-16, il faut alors y aller avec des pincettes. Les règles d'engagement des forces aériennes de l'OTAN sont claires. Si un avion se trouve dans la no-fly zone, les F-16 doivent d'abord leur ordonner clairement de se poser ou de quitter la zone, sans quoi ils seront engagés. Les jets ennemis, prévenus par 2 fois, ignorent purement et simplement les avertissements et continuent leur bombardement comme si de rien n'était. Les pilotes américains déroulent alors le reste de la procédure. Ils demandent au commandement aérien interarmé l'autorisation d'engager le combat, une autorisation qu'ils obtiennent. Mais le temps a passé et les avions ennemis font déjà route vers leur base. Les F-16, désormais autorisés à les abattre, lancent leur premier missile, touchant un premier jet. Les ennemis descendent à très basse altitude et le combat s'engage au milieu des montagnes de Bosnie. En quelques minutes, Wright abat 3 avions, tandis qu'Allen en détruit un dernier. Un seul avion ennemi survivra au combat et un autre sera présumé abattu. Les 4 F-16 s'en sortiront sans dommages. Durant le reste de l'année 1994 et la première moitié de 1995, l'opération Deny Flight continue et les bombardements de l'OTAN et des dépôts de munitions serbes bosniaques se poursuivent. Du moins jusqu'au 26 mai 1995. Ce jour-là, à Sarajevo, les forces serbo-bosniaques, déguisées en casques bleus, prennent en otage plusieurs soldats français sur le pont de Vrbanja. Dans les jours qui suivent, plusieurs autres casques bleus seront pris en otage, les forces serbo-bosniaques demandant en échange de leur libération un arrêt des bombardements occidentaux. Face à ces incidents, qui vont coûter la vie à plusieurs soldats de l'ONU, l'OTAN accepte de ne plus faire de bombardements, mais maintient une police du ciel pour préserver la no-fly zone. Et c'est quelques jours plus tard que les pilotes Wright et O'Grady vont refaire parler d'eux. Le 2 juin 1995, les 2 F-16 américains décollent pour une mission de routine de patrouille aérienne au nord-ouest de la Bosnie. Bien au-dessus d'eux, un avion espion U-2 américain est chargé de détecter les missiles anti-aériens ennemis. Le long de leur vol, les 2 F-16 savent où sont déployés les sites de lancement ennemis, les bases fixes néanmoins, mais ignorent la présence d'un site mobile qui est repéré par le U-2. Mais ce dernier ne parvient pas à prévenir les jets à temps. Les Serbes savent alors que s'ils activent le système radar de leur missile avant le tir, le site de lancement sera détecté trop tôt. Ils ont donc fait en sorte que les missiles activent leur radar et verrouillent les F-16 au dernier moment. 2 missiles SAM sont tirés sur O'Grady et Wright, le premier explose entre les 2 avions sans effet, mais le second touche de plein fouet le F-16 de O'Grady. Le jet est littéralement coupé en 2. Le pilote s'éjecte avec la combinaison en partie en flammes. Craignant que son parachute ne brûle avant de s'ouvrir, il l'active manuellement alors qu'il est encore en haute altitude. Le pilote est sain et sauf et descend lentement au-dessus du territoire ennemi. Son leader, Wright, a vu l'impact du missile mais n'a pas vu le parachute de son ailier qui s'est éjecté dans les nuages. Quoi qu'il en soit, désormais seul dans le ciel, il doit quitter la zone au plus vite. En partie brûlé au visage, le pilote déchu va descendre pendant 25 minutes jusqu'au sol, ce qui lui laisse le temps d'apercevoir des troupes ennemies, et vice-versa. Il atterrit enfin près d'une autoroute, rassemble ses affaires de survie et son arme, et court dans les bois. Il se recouvre le visage de terre et met ses gants verts sur ses oreilles pour se camoufler. La traque commence. Les forces serbes arrivent sur son lieu d'atterrissage seulement 4 minutes trop tard. Sa tactique est simple. Le but sera d'avancer la nuit et rester parfaitement immobile le jour. L'objectif est de trouver un point haut pour émettre un signal radio clair, trouver un endroit plat pour l'hélicoptère de secours et le tout à l'abri de tirs ennemis. Durant les premiers jours, des hélicoptères serbes vont le survoler et des soldats ennemis vont marcher devant lui sans l'apercevoir à seulement 1 mètre de distance. Son équipement de survie est très limité. Il a un kit de premier secours, quelques fusées éclairantes, des batteries pour sa radio PRC-112, 60 centilitres d'eau, une carte étanche, un guide de survie en Bosnie avec les plantes comestibles de la région et un 9 mm. Quelques heures après le crash, le père du pilote est informé de l'incident.
L'Air Force est transparente, son fils a été abattu, aucun parachute n'a été vu et aucun signal de détresse émis. L'Air Force croit alors que le pilote n'a pas survécu. Une mission de sauvetage serait très risquée dans une région pro-serbe pour un pilote qui est probablement mort. Aucune action n'est alors engagée par le Pentagone. De son côté, O'Grady continue à fuir l'ennemi tant bien que mal. Les Serbes, pendant leur battue, commencent à frapper le sol, au cas où, et le pilote arrive tant bien que mal à leur échapper. Mais il ne progresse que très peu. Le terrain est escarpé et ses vivres baissent très vite. À court d'eau, il se met à récupérer l'eau de pluie et mange des feuilles, de l'herbe et quelques fourmis. La météo, qui cloue les avions de l'OTAN au sol, empêche pendant plusieurs jours d'établir le moindre contact. Néanmoins, des avions américains ont capté des bips tendant à faire croire que le pilote est en vie. Le général Ronald Fogelman, chef de l'Air Force, déclare alors aux journalistes que le pilote est peut-être en vie. Autant dire que désormais, les Américains, mais aussi les Serbes, ont la confirmation qu'il est quelque part dans la nature. 5 jours ont passé. O'Grady est en train de fuir les Serbes, la météo est enfin clémente et les avions de l'OTAN sont enfin lancés à sa recherche. Les bips de la radio du pilote sont encore captés et des avions spéciaux de recherche sont déployés. O'Grady est trempé, il a faim, soif et a développé le pied de tranchée. Mais il ne désespère pas. Dans la nuit, le pilote Thomas Hanford, de l'escadron de O'Grady, survole la région en F-16 quand il reçoit un message radio de son ami. Afin de vérifier son identité, il demande au pilote abattu dans quel escadron il a servi en Corée. La réponse est la bonne. Hanford relève la position du contact et fait route vers la base. L'information voyage à travers le commandement de l'OTAN jusqu'au porte-hélicoptère USS Kearsarge. Le colonel Burt, commandant du 24e corps expéditionnaire des Marines, rassemble 51 de ses hommes et l'opération se lance au plus vite. Le jour se lève quand les Marines quittent le pont de leur navire à bord de 2 CH-53 Super Stallion, escortés par 2 hélicoptères d'attaque H-1 Super Cobra et 2 chasseurs AV-8 Harrier. En soutien, juste au cas où, les doublures de chacun de ces appareils se tiennent prêts, ainsi que 2 EA-6B Prowler pour la guerre électronique, 2 chasseurs FA-18 Hornet et 2 A-10 Warthog pour l'attaque au sol. Le tout est supervisé par un avion AWACS. À 60 mètres au-dessus de la forêt, les hélicoptères volent vers O'Grady. L'opération de secours se fait dans le brouillard du matin, avec une exceptionnelle efficacité. O'Grady, voyant arriver les 2 hélicoptères, allume une fusée de détresse. Les 2 appareils se posent aussitôt, les Marines débarquent et sécurisent la zone. O'Grady court alors vers un des hélicoptères, le 9 mm encore en main, et saute à bord. Les Marines embarquent à nouveau et les 2 appareils redécollent. Le tout n'a duré que 7 minutes. À bord du Super Stallion, on fournit au pilote de l'eau et de la nourriture. On le recouvre d'une couverture de survie, on lui donne des gants, et des Marines se serrent autour de lui pour le réchauffer au maximum. Le président Clinton est informé, et alors qu'il est encore dans l'hélicoptère, la famille O'Grady également. Mais tant qu'ils ne se seront pas posés sur le Kearsarge, ils ne seront pas en sécurité. Calme au début, le voyage retour devient subitement mouvementé quand des missiles SA-7 et des tirs de fusil visent les hélicoptères. Quelques balles viennent toucher les appareils, mais tout va bien à bord. Les pilotes de Super Stallion volent extrêmement bas, épousent le relief et évitent les tirs comme ils le peuvent. Enfin, les côtes de la mer Adriatique apparaissent et le vol redevient paisible. O'Grady a été sauvé sans aucune perte humaine. Présenté en héros, O'Grady retourne au pays et devient pilote dans la réserve de l'Air Force. Il est décoré de la Bronze Star et de la Purple Heart pour cette mission. Fervent chrétien et républicain affirmé, il se reconvertira ensuite dans l'immobilier au Texas, puis tentera une carrière en politique soutenue par Donald Trump durant sa présidence. En 2001, le film En territoire ennemi avec Owen Wilson sort au cinéma. O'Grady se dit offensé par le caractère désobéissant et grossier du personnage principal et engage des poursuites judiciaires envers la 20th Century Fox et Discovery Channel pour diffamation et non-respect de ses droits.
Il perdra ses 2 procès, le film étant une libre adaptation et non une biographie non autorisée. Dans tous les cas, 3 livres sur son histoire seront publiés, dont 2 auxquels il participera. Quoi qu'il en soit, les aventures de Scott O'Grady seront liées à jamais à l'histoire de l'OTAN. Mais elles restent également un bel exemple de la force humaine qu'on peut avoir quand il s'agit de survivre près d'1 semaine avec peu de moyens et un ennemi à ses trousses. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et avant tout, je ne saurais que trop vous conseiller le film En territoire ennemi, film de 2001, qui est pour moi un vrai classique, notamment la scène des SAM qui abattent le F-18 de l'OTAN. Même si O'Grady n'a jamais supporté ce film, bien au contraire, il a grandement contribué à le faire connaître et à faire connaître son histoire. Merci encore à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner, et pour les plus généreux d'entre vous, me faire un don sur le lien Utip en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!